Oh, soleil sur vous, citoyennes et citoyens, bienvenue sur le Nexus 6. Je suis le capitaine. De la part de tout l'équipage, je vous souhaite une excellente année 2305. Et pour vous qui êtes en 2025, eh bien, je vous souhaite bon courage. N'oubliez pas, demain sera toujours pire que la veille. Et dans ce monde en perdition qu'est le vôtre, au moins, on vous donnait l'illusion que vous pouviez vous réfugier dans des œuvres audiovisuelles pour vous sortir de votre morne existence. Car quoi de mieux après une journée de métro boulot dodo que de se plonger dans les méandres d'un univers fictif et des univers, il y en avait plein. Que vous soyez fan de fantasy, de science-fiction, de polar ou autre, l'offre était à votre époque pléthorique. Car oui, vous étiez témoin d'un changement majeur dans l'histoire de la production audiovisuelle, l'apparition des plateformes type Netflix, Prime, MyCanal et les autres. Un nouveau paradigme qui allait lancer une course aux armements afin de proposer toujours plus d'œuvres, et je mets des guillemets, parce que malheureusement, je devrais plutôt parler de contenu, afin de satisfaire une demande toujours plus grandissante. Maintenant, est-ce que cette demande grandissait parce que vous étiez toutes et tous de plus en plus malheureux du fait de votre boulot insensé, de votre famille de merde et de vos amis inintéressants, à tel point que votre besoin d'évasion en devenait exponentiel? Ça, j'en sais rien. Je vais laisser les sociologues de la fin du 21e siècle trancher. Je vais pas leur mâcher le boulot non plus. En tout cas, dans cette émergence de plateformes, l'une des dernières à voir le jour, en 2020, HBO Max, allait devoir se battre pour trouver sa place dans un marché hyper concurrentiel. Et y a pas de secret, pour réussir, faut envoyer du lourd. Et c'est donc fin 2024 que la plateforme nous propose une nouvelle série inspirée de la saga littéraire culte de Frank Herbert, Dune Prophecy. Mais avant d'aborder tout ça, cette émission est en partenariat avec Métal Hurlant. Et dans une vidéo qui parle de Dune, ça tombe extrêmement bien. Bah oui, le numéro 107 de la revue parlait déjà dans les années 80 du film de Jodorowsky qui ne vit jamais le jour. Si aujourd'hui l'histoire est bien connue, c'était beaucoup moins le cas à l'époque. Métal Hurlant a toujours été à la pointe de la science-fiction. Vous l'aurez compris, Métal Hurlant c'est une revue culte fondée dans les années 70 par Dionée Drouillet Moebius. Sans elle, de nombreuses œuvres mythiques de la SF comme Alien, Blade Runner et d'autres auraient eu une autre gueule, voire n'aurait même pas existé. Et ce mois-ci, c'est le 13e numéro qui est disponible en kiosque et en librairie. Un numéro spécial Vengeance. Une thématique qui m'intéresse au plus haut point, parce que quand on est pirate de l'espace comme moi, on a une plâtrée d'ennemis dont on souhaiterait se venger. Comme toi, Nicolas Mangin, en maternelle. Tu sais très bien ce que t'as fait. Je te retrouverai un jour. 300 pages de BD, d'histoires courtes, d'articles et d'interviews, il y a tout ce qu'il faut pour les passionnés de SF et d'imaginaire que vous êtes. Le numéro 12 est lui aussi disponible en librairie. Et franchement, jetez-vous dessus, parce qu'il est consacré au mythe Lovecraftien. Et il y a vraiment des choses folles dedans. Si le maître de Providence vous intrigue, ce numéro est un immanquable. Vous pourrez vous procurer le magazine soit l'achetant directement en kiosque et librairie, mais le mieux, ça reste de vous abonner via le lien dans la description. Ainsi, vous pourrez bénéficier d'une réduction jusqu'à 20% par magazine. Allez, faites-vous plaisir. Et maintenant, on retourne à votre émission. Pour que je puisse vous parler correctement de Dune Prophecy, il faut d'abord que je la replace dans un contexte plus global. Vous commencez à le savoir, donc je vais passer rapidement sur les présentations. Dune, c'est un classique du space opéra, ou plutôt du planet opéra si on veut se la jouer spécialiste, mais on ne va pas se prendre la tête avec ça. On nous y raconte l'histoire des luttes de pouvoir entre des grandes maisons nobles dans un lointain futur, au sein d'un empire galactique dont la ressource la plus importante est l'épice, une drogue aux vertus gériatriques et mystiques. Surtout, elle permet le voyage interstellaire sur de longues distances. Vous comprendrez donc aisément qu'elle est extrêmement importante dans le système économique de cet univers, et elle l'est d'autant plus qu'elle n'existe que sur une seule planète, Arrakis, aka Dune, la planète des sables, sur laquelle vivent les vers géants qui la produisent. La planète sera donc au centre de toutes les attentions dans les intrigues de cours que Dune nous propose. Au départ, imaginé par Frank Herbert, dont il accouchera de 6 livres entre 1965 et 1985, l'auteur mourra malheureusement en 1986, laissant son univers plein d'axes non résolus. Entre-temps, il y aura eu le film de David Lynch en 1984, culte pour certains, honni par d'autres. Il n'en reste pas moins qu'il aura fait connaître cet univers à beaucoup de gens. Ensuite, on n'aura rien pendant plusieurs années, jusqu'à ce que la chaîne Sci-Fi propose 2 mini-séries basées sur les 3 premiers livres en 2000 et 2003. Mais surtout, que Kevin J. Anderson et Brian Herbert, le fils de Frank, se décident à partir de l'an 2000 à nous sortir tous les ans un nouveau bouquin se déroulant dans l'univers de la planète des sables. Ils commenceront par un préquel direct à la saga originale qui raconte la jeunesse de certains personnages, puis un préquel plus lointain avec une trilogie qui racontera la guerre contre les machines qui a eu lieu 10 000 ans auparavant. Car oui, dans l'univers de Dune, l'humanité a été en guerre contre les robots et les IA qu'elle avait créés. Un événement important qui marquera l'émergence d'une société qui bannira toute machine pensante et favorisera
favorisera l'émergence de capacités humaines incroyables pour pallier à leur absence, avec par exemple les Manta, ces ordinateurs humains capables de raisonnement et de calculs extrêmes. Puis ils enchaîneront avec une suite de la saga originale, 2 livres qui concluront donc l'histoire laissée en suspens par Frank, et enfin, ils continueront avec des romans et des recueils de nouvelles qui se situent dans toutes les périodes que je viens de vous évoquer. Bref, on fait marcher la planche à billets à imprimer. Et enfin, peut-être ce qui parlera davantage aux plus jeunes d'entre vous, en 2021 et 2023 sortent les 2 nouvelles adaptations du tout premier roman par Denis Villeneuve, Dune partie 1 et 2. 2 films dont on a déjà parlé sur la chaîne, je vous encourage donc à aller regarder tout ça. En tout cas, quoi qu'on en pense, ce diptyque a redonné un bon coup de projecteur à cet univers qui était certainement un peu oublié ou même carrément inconnu pour la grande majorité des gens de moins de 35 ans sans affinité pour la science-fiction. Et c'est là qu'apparaît donc Dune Prophecy, une série dont le pilote devait même à la base être réalisé par Denis Villeneuve, jusqu'à ce que les mystères du jeu des chaises musicales de la production hollywoodienne fassent son office et que cela ne soit plus le cas. Toujours est-il qu'on constate à quel point Prophecy s'inscrit dans la même veine, dans le même mouvement, tant créatif qu'économique, que les 2 films du Québécois le plus en vue du moment. Très bien. Mais du coup, de quoi ça parle? Dune Prophecy se passe 80 ans après la dernière bataille contre les machines pensantes, événement qui libérera définitivement l'humanité de leur joug. On y suivra principalement l'histoire de 2 sœurs de la famille Harkonnen, un clan détesté et tombé en disgrâce. Valia et Tula, donc, vont prendre la tête du Bene Gesserit, un ordre de femmes aux pouvoirs spéciaux et qui œuvrent notamment comme diseuses de vérité au sein des grandes maisons de l'univers puisque leurs capacités leur permettent de détecter les mensonges, un rôle qui leur permet de jouir d'un pouvoir certain dans le jeu politique de cet univers, une position qui va surtout leur servir à mener à bien leur grand dessein, un plan secret de sélection génétique sur de nombreuses générations. Mais une mystérieuse menace plane. Un homme, Desmond Hart, soldat de l'empereur Javier Corino, semble remettre en question l'emprise des sœurs sur ce dernier, en plus de posséder d'étranges pouvoirs lui aussi, faire cramer des gens. En effet, cela mérite de s'en inquiéter. Nous suivrons donc tout ce beau petit monde avec de multiples intrigues impliquant une multitude de personnages, dont les fameux Atreides, évidemment, autre famille importante du lore de Dune, mais aussi la princesse Inez, fille de l'empereur que le Bene Gesserit souhaite former et intégrer à leur groupe afin d'avoir une de leurs membres sur le trône de l'Empire. La série est donc dans la pure lignée de ce qu'on connaît de la saga. De la politique, de la manipulation, des projets mystérieux qui s'étendent sur des millénaires, on est en terrain connu. Là où on n'est pas perdu non plus, c'est avec la direction artistique. On est dans ce qui a été fait pour les 2 derniers films, des environnements très design, souvent anguleux, des fois froids, d'autres fois plus chauds, mais toujours inquiétants, faits de roches et de matériaux lourds, avec dès que c'est possible, le moindre truc qui peut donner un style chelou et oppressant. En gros, dans le futur, on aime vivre dans des cages de Faraday décorées par des ingénieurs du son fou ou dans des salles servant à détecter les neutrinos. Une certaine idée du bien-être qui correspond bien à tous ces personnages austères qu'on nous présente. Là aussi une similarité avec les films de Villeneuve, mais qui n'est pas déconnante quand on constate la dangerosité de ce monde fait d'intrigues dans lequel ces gens vivent. Bon, et du coup, ça vaut quoi, Dune Prophecy? Avant de vous le dire, je dois faire preuve d'un peu de transparence avec vous. Parce que cette série se pose en changement de paradigme total par rapport aux précédentes adaptations audiovisuelles des Aventures d'Arrakis, la planète irritante qui s'infiltre partout. Je n'aime pas le sable. C'est que pour la première fois, c'est un des livres écrits par Anderson et Herbert Fils qui est adapté, pas du tout l'œuvre originale. Car en effet, Prophecy est tiré de leur 13e bouquin, La Communauté des Sœurs, sorti en 2012. Et moi, c'est de là. Je trouve que ce sont 2 tâcherons qui sont à l'écriture, ce que les chats sont à l'existence même de la vie dans l'univers. Une erreur. Ou un danger, c'est selon. Il y a quelques années, je vous avais partagé ma vision d'Anderson en tant qu'auteur dans mon analyse de sa saga des 7 soleils. C'est de la merde. Voilà. Ça vous donne l'idée. Et j'en avais déjà parlé, mais pour résumer, si j'avais plutôt apprécié les 2 premiers cycles de préquels qu'ils avaient écrits, faut bien avoir conscience que j'étais ado à ce moment-là. J'avais donc pas toutes les clés pour bien analyser la qualité littéraire réelle de leurs livres. Mais quand je suis arrivé aux 2 suites qui concluaient l'histoire inachevée de Frank Herbert, là, j'étais adulte et je sentais bien qu'il y avait un problème. L'écriture est pas dingue, tout simplement. Je parle en termes de style. Mais bon, ça, à la limite, ça passe. C'est du niveau d'un roman de gare, mais ça passe. Non, ce qui m'a surtout dérangé, c'était de constater à quel point les idées, le développement des personnages, tous les aspects narratifs étaient vraiment... banals. Banaux? Banal. En tout cas, c'est très loin d'avoir la maestria d'Herbert Père. Parce que vous qui n'avez pas forcément lu les romans originaux, sachez qu'on est face à de la grande littérature. De la SF, oui, mais de la grande littérature de SF. Des classiques qui vont vous retourner, vous faire remettre en question des choses, interroger vos principes moraux. Tout ce pourquoi la littérature, et l'art au sens large, existent. Alors que tous les bouquins de Anderson et de Bryan, c'est du contenu. Oui, 20 ans avant l'utilisation usuelle de ce terme que vous ne connaissez que trop bien, les 2 auteurs étaient déjà dans une démarche de franchisation de la saga Dune, le genre de produit parfait
pour se retrouver sur une plateforme. Mais on va y revenir. Toujours est-il que personnellement, après ces 8 bouquins, j'ai arrêté. Et pour info, ils en ont écrit 20. Donc aujourd'hui, l'héritage littéraire de Dune et son lore a davantage été écrit et composé par les 2 autres que par l'auteur original. Ce qui me... Bref. J'ai donc pas lu La Communauté des Sœurs, et c'est là où je suis emmerdé. Parce que si j'ai pas détesté Dune Prophecy, elle m'a pas non plus emballé. Et le truc, c'est que je sais pas ce qui a imputé au livre d'origine ou au travail d'adaptation qui a été fait. Ce qui est une première sur Nexus 6. J'ai tout de même lu un résumé du livre, et il semble qu'il y a eu pas mal de modifications. Mais le problème, c'est que connaissant les événements de la guerre contre les machines, j'en sais trop pour avoir un regard complètement neuf sur la série, et j'en sais pas assez pour pouvoir réellement faire un comparatif. Donc je ne vais pas me lancer dans cet exercice, je dirais juste que je pense que la série partait mal, vu ce que je sais des 2 auteurs, et donc la piètre qualité que j'imagine du livre source. C'est simple, selon moi, Dune Prophecy possède tous les défauts des préquels qui ne savent pas à qui ils s'adressent. L'histoire est relativement insipide. Tout d'abord parce qu'elle fait beaucoup trop de références à des choses qui sont en fait héritières de ce que la majorité des gens connaissent de Dune. Les Harkonnen, les Atreides, le Bene Gesserit, l'épice. Et ça, c'est un reproche que j'avais déjà vis-à-vis des livres d'Anderson et Herbert Fis. Ça a beau se passer 10 000 ans avant Dune, ce sont les mêmes noms, les mêmes problématiques, les mêmes luttes de pouvoir, les mêmes objectifs. Alors ça peut se comprendre vu que les Atreides, mais aussi les Harkonnen, ont une destinée particulière, que le Bene Gesserit voit ses objectifs sur le temps long, mais ça n'empêche pas que cela fasse un peu répétitif. En vrai, les 3 préquels qui racontaient la guerre contre les machines, je trouvais ça plus intéressant parce que même si nous y foutaient déjà de l'Atreide et de l'Harkonnen, tout le reste était plutôt original et levait le voile sur cette période. En gros, on était dans un space opéra beaucoup plus classique et grand public que les romans originaux. Est-ce que ça avait besoin d'être raconté comme histoire? Peut-être pas, mais ça changeait un peu. Là, non seulement ça n'a pas besoin d'être raconté, mais en plus, il n'y a pas grand-chose de nouveau sous les soleils. On essaye de nous créer de la tension ou des émotions autour d'événements, ou pour des personnages pour lesquels on n'a aucun affect de base, et pire, pour lesquels la série échoue à en créer. Allez, la tragédie qui entoure les 2 sœurs Harkonnen est pas si mal, et j'ai plutôt apprécié le personnage de Tula, que je trouve plus ambigu et intéressante que sa sœur. Son massacre des Atreides, même si tu vois venir le truc à des années-lumière, et que ça fait Game of Thrones du pauvre, c'était pas si mal, mais évidemment, il fallait qu'ils gâchent le truc, qu'ils aillent trop loin, en utilisant cet éternel trope que je ne supporte plus, celui qui lie tous les personnages entre eux, en faisant de Desmond Hart l'enfant perdu de Tula et de l'Atreide qu'elle avait tué alors qu'elle l'aimait. Hop là, cliffhanger facile et pas cher, point de public peu exigeant. Et tout le reste, mais on s'en fout. Tout l'arc sur la tentative d'attentat sur l'empereur, avec le maître d'armes Atreide, sa pote Fremen Bene Gesserit, et ce mec, on s'en bat les couilles. Le rôle du Bene Gesserit dans tout ça aussi. Et pourquoi ? Parce que la série ne nous montre pas en quoi cet empereur mériterait d'être renversé plus qu'un autre. Tout ce que Valia va faire vis-à-vis de sa propre famille pour arriver à ses fins également. Les relations de l'empereur avec sa femme, son fils et sa fille. Inintéressant. Bon, j'exagère un peu, on peut trouver un peu de plaisir à regarder cette histoire quand même. Mais le problème, c'est que tout ça ne repose que sur l'aura de la saga originelle ou des films. Si vous connaissez rien à Dune, si vous vous êtes pas un minimum impliqué émotionnellement dans cette histoire par le passé, que Atreides et Harkonnen sont des termes qui vous laissent de marbre, j'ai le sentiment que rien de tout ce qui se passe dans Prophecy ne peut vous toucher. À moins d'être très bon public. Mais même dans ce cas-là, je vois pas comment vous pourriez comprendre grand-chose à tout ça, ou même vous y intéresser. Les connaisseurs et les connaisseuses non plus d'ailleurs. Comme je l'ai dit, tout ça, c'est du vu et revu. Cette série ne sait pas à qui elle s'adresse, tout simplement. Ah si, par contre, il y a un truc que je suis sûr que tout le monde a compris dès la première seconde. La nature réelle de la menace à laquelle les sœurs font face, représentée par ces 2 yeux bleus qu'on nous montre plusieurs fois tout au long de la série, afin de faire monter la pression, de créer du mystère. Ah bah oui, c'est très mystérieux, hein? Qu'est-ce que ça pourrait être, ces 2 yeux d'une lueur bleue presque artificielle, un peu comme le bleu de l'ordinateur secret de l'ordre, ou celui des robots d'il y a un siècle. C'est étrange. En plus, à chaque fois qu'ils apparaissent, ils sont accompagnés d'un son curieux, qui fait penser à des sons numérique. Bizarre. Ils se servent d'une machine pensante. No shit! Non mais ils sont sérieux. Tout le monde avec un minimum de capacité d'observation avait compris. Alors outre le fait que cette révélation fasse l'effet d'un pétard mouillé, l'autre chose qui me dérange avec ça est plus profonde. Et là,
j'en reviens aux écrits d'Anderson et Bryan. Le retour des machines dans l'univers de Dune, c'est vraiment le truc de ces deux mecs. Alors oui, dans Dune Prophecy, il y a aussi la présence d'une silhouette étrange, donc le vrai commanditaire n'est peut-être pas un robot. Mais vu que les robots peuvent prendre des formes humanoïdes, on le sait avec Erasme, présent dans les préquels, et que de toute façon, y a un robot, je me permets donc de rester sur cette théorie mécanique. Donc Kevin et Bryan ont décidé d'écrire l'histoire de la guerre contre les machines, le djihad butlérien. Il n'y avait pas de problème à ce qu'ils mettent en avant les machines, ce sont des éléments actés par Frank Herbert. C'est ok, est-ce que les histoires qu'ils en font sont incroyables? Perso, je trouve que non, mais c'est en accord au moins au niveau purement événementiel avec ce qu'avait instauré le père de la saga. Sauf que, comme je vous l'avais dit, ils ont aussi écrit la fin du vrai cycle de Dune. Et qu'est-ce qui se passait dans les derniers romans de Frank Herbert? Alors, je vais résumer grossièrement, pour celles et ceux qui ne connaissent pas du tout, en essayant de ne pas trop en dire. Donc les puristes, ne m'en veuillez pas. Il faut savoir que les deux derniers livres, Les Hérétiques de Dune et La Maison des Mers, se déroulent environ 5000 ans après les événements des films que vous connaissez bien. Entre-temps, il s'est passé plein de choses, je vous spoil pas parce que je sais que ça va se retrouver dans le 4e et 5e film de Dune dans votre futur, et puis même, je vous encourage à lire les livres de toute façon. Mais sachez seulement que pendant cette période, l'humanité s'est dispersée encore plus loin dans la galaxie, dont une bonne partie qui sera longtemps coupée de l'espace de l'ancien empire et de ses cultures. Sauf qu'un jour, ces gens vont revenir, et Frank Herbert indiquera que c'est parce qu'ils fuyaient quelque chose, sans préciser la nature de cette menace. Eh ben, il en fallait pas plus à Laurel et Hardy. Ils ont pas cherché bien loin. Et c'est la seule chose que je vous spoilerai, tant c'est pas grave que vous le sachiez. La nouvelle menace, ce sont en fait les machines qui ont survécu et reviennent pour botter le cul des humains. Voilà. Et je trouve ça dégueulasse. Parce qu'il y a rien qui prouve que c'est ce qu'avait en tête Herbert à la base. Peut-être qu'effectivement, il en avait parlé à son fils. Peut-être qu'il y avait des notes qui allaient en ce sens. Peut-être. Mais en tout cas, jamais ça a été dit ou confirmé de manière claire, ce qui invite à penser qu'ils avaient pas beaucoup d'infos sur le sujet. Ils ont tout simplement décidé de ça dans leur coin. Et si je trouve ça dégueulasse, c'est parce que j'ai rarement vu un fils s'approprier à ce point l'œuvre de son père et la dénaturer sans aucun scrupule. Parce que, et là c'est mon interprétation personnelle, au vu des propos que tiennent les 6 premiers livres Dune sur l'humain, le fait qu'il ait réussi à s'affranchir des IA, à aller au-delà de ses capacités biologiques et psychiques, des fois avec l'aide de substances, en effet, mais des substances naturelles, comme l'épice ou le jus de Sappho des mantas, on voit bien à quel point le mécanique ou le numérique est complètement mis de côté dans la philosophie que met en avant Herbert. Que l'important c'est le monde du vivant. Et s'il y a bien une menace ultime dans ces livres, c'est le Kwisatz Haderach, la puissance pure du pouvoir ultime de la préscience, de la tyrannie qui en résulte, le pouvoir des dieux, en fait, pas celui de la machine. C'est pour ça qu'à mon sens, Anderson et Bryan Herbert se sont complètement fourvoyés en remettant la menace mécanique au centre de Dune. C'est peut-être logique d'un point de vue narratif, le retour du grand méchant venu d'un passé devenu mythique, c'est un procédé classique. En plus, c'est dans l'air du temps depuis la fin du XXe siècle, avec l'amélioration de la robotique et de l'IA. Donc ça peut porter un propos. Je peux pas dire que ça soit un mauvais choix dans l'absolu, mais face à ce qu'est Dune, à ce que dit Dune, c'est médiocre. C'est un rabaissement complet de la puissance philosophique de cet univers, et ça, moi, j'ai du mal à passer outre. C'est pour cette raison que je vous dis que je suis biaisé face à Dune Prophecy, parce que la série, elle est la résultante de la vision des deux nouveaux auteurs. Donc de base, c'est vicié à mes yeux. Surtout que cette perte de sens ou de puissance évocatrice des choses, elle est présente à plein de niveaux dans la série. Le Bene Gesserit, c'est un ordre qui me fascine depuis tout petit. La maîtrise de leur corps jusqu'à un niveau cellulaire, de leurs émotions aussi, la voix. Inutile de vous battre pour moi. Leur volonté inébranlable face à leurs objectifs. Tout m'impressionne chez elles. Quand j'étais gosse, je récitais la litanie de la peur avant un tournoi, un examen. C'était cool, ça permettait de se concentrer, ça faisait du bien. Et la vision du Bene Gesserit que nous propose Dune Prophecy, je suis navré de le dire, mais elle est très loin de ce que j'imaginais. Dans leur formation déjà, parce que à part faire du coloriage quand elles sont en plein trip d'acide épicé, du tai chi en montagne, ou... elles font pas grand chose en fait. Grosso modo, c'est un pensionnat à l'anglaise pour jeunes filles. Où est la force de cet ordre et de ces femmes? Le danger réel, inhérent à leur formation, qui doit faire d'elles des êtres humains supérieurs? Nulle part. Ou si peu. Et je vous vois venir. Vous allez me dire que cela peut s'expliquer parce que ce sont les débuts de cet ordre. Sauf qu'elles ont déjà tous les attributs qu'on retrouve 10 000 ans plus tard. La base de données génétique de l'humanité, le contrôle politique et les super pouvoirs. Donc non, je suis désolé, pour une série qui devait nous mettre en avant le Bene Gesserit, à ce niveau-là, on ne peut qu'être déçu. Et ce n'est pas l'intelligence stratégique et politique de Valia qui va tous sauver. Le côté mystérieux n'est plus vraiment là. Oui, on nous balance des visions ou des trucs du genre, mais ce n'est que de la poudre aux yeux, de la mystique de pacotille qui n'a aucune réelle assise au niveau du récit. Et j'avoue que je ne pardonne pas ce qu'ils ont fait de la voix. Hop là, Valia, elle avait la voix. Comme ça, sans raison. Et tiens, 10 minutes après, ses potes aussi la maîtrisent. Alors, la série n'est pas très claire sur si elle la leur avait enseigné en secret auparavant,
avant ou pas, mais en tout cas, ça donne vraiment l'impression qu'elles l'ont apprise et maîtrisée sur le pouce. On repassera pour le côté exceptionnel de ce pouvoir, que j'imaginais cultivé et perfectionné sur des milliers d'années par des générations de sœurs s'entraînant sans relâche. Et puis on nous rajoute plein d'éléments de l'univers pour nous faire des clins d'œil appuyés sans que ça n'ait aucun sens. Comme le fait que la nouvelle menace robotique soit présente sur Arrakis. Franchement, à part pour faire apparaître un ver des sables et pouvoir le mettre dans les trailers, ça n'a aucun intérêt. Mais là encore, je suis sûr que c'est une référence à un truc qui se passe dans le dernier livre de la guerre contre les machines. Je crois me souvenir qu'Omnius, l'IA maître des robots, envoie des sauvegardes de lui-même à travers la galaxie et qu'il y en a une qui se crache sur la planète des sables. Je suis persuadé que ça a un lien. Après, je le répète, j'ai pas lu les 12 autres bouquins, donc bon. Mais la pire référence, c'est vraiment la scène avec la sœur Théodosia qui se révèle être un danseur visage. Ces êtres polymorphes qui peuvent prendre l'apparence mais aussi la personnalité des gens. Donc ça, non seulement ça vient de nulle part, parce que ça arrange bien le scénario, mais en plus, ils en font n'importe quoi. Tenez, vers la fin, elle prend l'apparence de la princesse qui est faite prisonnière. Valia explique elle-même le plan. Elle va prendre votre place le temps qu'on arrange les choses. C'est un honneur, princesse. Sauf que juste après, lorsque Desmond revient dans la prison en lévitation, elle n'a pas pris sa place. Elle s'est changée en garde et fait semblant d'être morte pour pouvoir le poignarder, trahissant ainsi sa capacité. Donc de fait, sa transformation en Inès n'avait aucun intérêt, à part faire cette rencontre entre deux princesses et créer, je sais pas, de la surprise. Mais bordel, qui a écrit ce truc? Ça, c'est typiquement le genre de dinguerie auquel je suis habitué dans les séries Star Wars de Disney+, par exemple. Mais pas du tout dans une œuvre produite par HBO. Et on en arrive au sujet que je voulais réellement aborder ici, parce que Dune Prophecy soit bien ou pas, bon, ça chacun se fera son avis. Non, il y a un autre truc qui a commencé à germer dans mon esprit pendant mon visionnage. En 2025, c'était de notoriété publique, tout le monde était d'accord pour dire qu'HBO avait produit parmi les meilleures séries qui aient jamais existé. Les Sopranos, Oz, The Wire, Tremé, Rome, Game of Thrones, Chernobyl, True Detective, pour ne citer que les plus connus. Des séries qui se distinguaient sur tous les aspects. Des décors fous, des comédiens incroyables, une écriture soignée, des bandes originales marquantes, les génériques qui allaient avec, et une réalisation au diapason. Tout ça donnait un sentiment de sérieux, que chez HBO, on accordait une attention toute particulière aux œuvres produites. En tout cas, celles qui étaient présentées en tête de gondole. Il y avait vraiment un modèle HBO, un gage de qualité, quoi. Et perso, là, ça m'a frappé. Ça fait 2-3 séries que je commence à me dire qu'on n'est plus autant dans cette démarche, à la direction créative de cette chaîne. Surtout depuis qu'il y a la plateforme HBO Max. Enfin, le nom, c'est juste Max maintenant. Partout sauf en Belgique d'ailleurs, évidemment. Alors je sais qu'HBO et Max sont deux entités différentes, mais les deux structures appartiennent à la Warner, et les séries sont en général diffusées sur les deux canaux sous l'appellation HBO Originals. Donc c'est de ça dont je parle, cette espèce d'AOC de la série de qualité. Dans l'épisode sur The Last of Us, j'abordais déjà quelques éléments qui m'avaient dérangé dans cette série, notamment au niveau de sa production et de la nature même du projet. Puisqu'on est sur une chaîne de science-fiction, vous le savez pas parce que j'en parle jamais, mais j'aime énormément Game of Thrones. J'ai donc regardé son préquel, House of the Dragon, et je dois avouer que là aussi, y a des choses qui m'ont un peu fait dresser l'oreille. House of the Dragon, The Last of Us et Dune Prophecy, ce sont les 3 têtes d'affiche de l'écurie HBO depuis l'existence de la plateforme Max. Et si ces séries ne sont pas des catastrophes, clairement pas, ce n'est pas ce que je dis, elles me donnent tout de même une impression différente de leurs illustres prédécesseurs. Et ça se joue sur des choses discrètes. Un peu moins de décors réels en extérieur, le sentiment qu'il y a moins de figurants qu'à une époque, peut-être pour réduire un peu plus les coûts de production, une écriture moins fine qu'à l'accoutumée, qui soit souffre de la comparaison avec les séries précédentes, soit sont un recyclage d'un matériau déjà existant, mais sans apporter beaucoup de choses nouvelles. The Last of Us en est l'exemple typique, puisque les modifications par rapport aux jeux vidéo sont trop rares. Là où Game of Thrones, qui lui aussi était l'adaptation de quelque chose d'existant, proposait une réécriture en profondeur. En gros, j'ai l'impression qu'HBO commence à tomber dans les travers de la production pour plateforme. Attention, elle est clairement pas au niveau de certaines autres en termes de nivellement par le bas, mais je sens quand même qu'ils essayent de produire moins cher, de capitaliser sur des franchises déjà connues, pour minimiser les risques économiques. Tout ça, au détriment de la nouveauté. Et Dune Prophecy, c'est le dernier exemple qui pousse un peu plus loin cette légère inflexion. Alors oui, c'est plutôt joli, c'est bien produit, et on te fout quelques comédiens renommés pour le prestige. Idéalement des anglais, avec des gueules, d'anglais quoi, et avec un accent british. Tiens, c'est classe ça, l'accent british. Ça rajoute 10 points en acting pour le public lambda américain. Après, tout le monde ne joue pas au même niveau, J'avoue qu'il y en a certains, je les trouve limites. Et moi qui adorais Travis Kimmel dans Vikings, là j'avoue que j'arrive pas à juger de son niveau, mais passons. Ce qu'il faut retenir,
c'est que, en surface, ça arrive encore à faire style que c'est le bon vieux HBO qu'on a toujours connu. Mais si on creuse un peu, on se rend compte qu'il y a peut-être pas plus d'une dizaine de décors, et qu'en termes de figuration, à part 2-3 scènes, c'est plutôt vide. Non mais regardez-moi ça, c'est la révérende mère en personne qui vient toquer à la porte du palais. Y a pas d'escorte, rien, 4 gardes pourris à l'entrée. Si c'est comme ça dans le scénario, c'est uniquement pour des raisons de coût. Et maintenant que j'ai ce sentiment, j'arrive pas à voir les choses autrement. Et si encore une fois, HBO et Max ne sont pas les pires dans le domaine, j'avoue que je ne m'attendais pas à ce que cette institution qui nous a tant fait rêver par le passé flanche sur ses aspects. Mais que voulez-vous? Il faut s'adapter à son époque ou mourir. Le problème, c'est que quand l'époque est pourrie, au bout du chemin, le seul résultat qu'on obtient, c'est de perdre son âme. En conclusion, Dune Prophecy se regarde tout de même. Comme je l'ai dit, je suis trop influencé par mon opinion sur les écrits dont c'est inspiré pour être suffisamment objectif sur la chose. N'hésitez pas à lui donner une chance pour vous faire votre propre avis. Merci pour votre écoute, citoyennes et citoyens, j'espère que cette émission vous aura plu. Si vous êtes abonné, n'hésitez pas à activer la cloche. En réalité, c'est peut-être l'élément le plus important pour le référencement des vidéos. Et si vous n'êtes pas abonné, allez-y. Et bienvenue dans l'équipage. Pour les Kissbankers, une news a été postée il y a 2 semaines sur la page du projet, donc prenez-en connaissance. On vous donne tous les détails sur l'avancée du film et du making-of. En tout cas, sachez qu'on en voit le bout. Par ailleurs, mon livre, Planète, est toujours dans les bacs, et si vous savez pas quoi faire de vos étrennes de Noël, la réponse est toute trouvée. Enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez nous soutenir sur Tipeee, si vous estimez que le Nexus 6 doit continuer à voler. Soleil sur vous, citoyennes et citoyens, et à très bientôt sur le Nexus 6. Ciao.